pour optimiser un petit peu les échanges et impliquer le plus de personnes, le plus de participants possible, que les commentaires puissent être produits au fur et à mesure. Les participants, les gens qui écoutent la vidéo, même si ce n'est pas en direct, il est souhaitable qu'ils fassent un commentaire pour que nous puissions, pour les prochaines communications, disons, répondre à leurs éventuelles préoccupations. Alors, concernant la maintenance industrielle, comme je vous l'ai dit, le volet thermique, souvent, n'est pas très vulgarisé. Souvent, l'industrie, je parle en Afrique, subsaharienne notamment, euh, la maintenance industrielle, le tissu industriel n'est vraiment pas assez étoffé. Et donc, souvent, les gens font de l'entretien, font du nettoyage, de l'installation, de remplacement de quelques pièces. La maintenance euh, au vrai sens du terme, n'est pas tout à fait pratiquée telle que nous professionnels, le souhaitons. Mais bon, c'est donc l'occasion de pouvoir en parler en professionnel et d'envisager comment nous devons organiser la maintenance au sein de nos installations. Alors, je vais sans tarder passer au premier slide. Ici, on parle de solutions pour la maintenance des réseaux vapeur. Nous allons nous concentrer sur la boucle de vapeur et condensat qui est qu'on retrouve dans plusieurs installations industrielles, notamment dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur des raffineries, toutes sortes de raffineries, de pétrole, de gaz, d'huile, de sucre, voilà. Et plusieurs secteurs, plusieurs entreprises de secteur pharmaceutique utilisent de la vapeur. La vapeur qui est donc une forme d'énergie qui peut être produite à partir d'une énergie primaire, euh, en général des combustibles fossiles, mais de l'électricité également peut produire de la vapeur. Et l'intérêt de la vapeur dans des installations industrielles est de plusieurs ordres. Nous aurons l'occasion au cours de la présentation d'aborder les différents aspects de la vapeur, mais la vapeur industrielle, c'est une forme d'énergie très intéressante et que les industriels connaissent très bien par sa fluidité, sa malléabilité, sa facilité de transport, de production, la possibilité de recycler la vapeur sous forme de condensat et de la réinjecter au niveau de la source de production de cette vapeur qui est ici la chaudière. Alors, je pense qu'il vaut mieux, nous n'allons bien sûr pas euh, étudier la chose en détail. On va aujourd'hui, dans cette première vidéo sur la vapeur, parler de façon très sommaire, parce que pour certains, plusieurs personnes sont en train de découvrir ce que c'est que la vapeur, et donc il vaut mieux ne pas aller en profondeur et de se contenter comment dire, des échanges relativement superficiels. Alors, l'objectif en fait de ce propos sur la vapeur, c'est de fournir des services complets de l'optimisation des réseaux d'utilité. Alors, les réseaux d'utilité dans l'industrie, c'est tout ce qui est fluide, par exemple l'eau, l'énergie en général, l'énergie sous toutes les formes, soit l'électricité, soit le combustible, soit le fioul, le gaz, enfin, toutes les autres formes d'énergie qui peuvent intervenir dans le procédé. Et il est question d'améliorer l'efficacité dans la conversion de ces formes d'énergie parce que on a vu l'énergie primaire au départ, au moment de son utilisation, a besoin d'être transformée elle-même pour être adaptée à la forme de son utilisation. Voilà, en fonction du procédé qu'on voudrait mettre à l'œuvre, n'est-ce pas?
on peut utiliser une énergie primaire, la transformer en d'autres formes d'énergie intermédiaire afin d'obtenir la forme d'énergie qui nous intéresse pour le procédé. Et c'est tous ces aspects énergétiques qu'on appelle utilité. Bon, il y a de l'eau également qui en fait partie. Et nous, ici, encore une fois, nous allons nous concentrer uniquement sur la vapeur. Alors, donc, il est question d'optimiser, c'est-à-dire d'améliorer le rendement énergétique de la vapeur dans son parcours, depuis la production, le transport, la distribution, la consommation et le recyclage au niveau du retour de condensat. Alors, c'est pas seulement optimiser l'énergie en soi, mais c'est réduire les coûts. Parce que l'énergie, elle n'est pas gratuite, hein, notamment pour la production de la vapeur. C'est une énergie précieuse. En général, on la produit à partir des combustibles fossiles, tout ce qui est gaz, tout ce qui est pétrole. Et, croyez-moi, en ce moment, ce n'est pas ce qui coûte le moins cher. Alors donc, des économies réalisées dans la production ou dans la consommation de ces ressources fossiles, c'est des économies financières réelles, des bénéfices écologiques, puisque nous avons vu que c'est une énergie non renouvelable, et donc une énergie fossile qui en plus dans sa consommation, ce produit s'accompagne de la production de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Alors, et donc, en plus donc de ces aspects écologiques et économiques, on a vu, mais on a également des bénéfices, un bénéfice organisationnel au niveau de la fluidité, de la gestion des différents procédés consommateurs d'énergie, parce que quand on mène dans une usine une politique d'efficacité énergétique, cela s'accompagne de la mise en place de plusieurs procédures d'entretien, de maintenance, de formation, de sensibilisation du personnel exploitant qui a une réelle valeur ajoutée dans l'ensemble du procédé, voilà, qu'on retrouve dans l'entreprise. Tous ces bénéfices font que cela vaut la peine de s'intéresser à la mise en place d'une politique d'efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la boucle de vapeur et condensat. Alors, bien sûr, il y a également les aspects de sécurité et de santé qui sont santé au travail. Hein, sécurité, parce que lorsque on est dans un réseau de vapeur qui ne respecte pas les normes de sécurité, Dieu sait combien il y a des risques dans un système vapeur, notamment parce que c'est une installation sous pression ou une installation thermique. Le niveau de pression est très élevé, 20 bars, 30 bars, 40 bars, et la moindre fuite peut faire exploser l'ensemble et produire des dégâts inestimables, dégâts dans tous les sens du terme, aussi bien humains que matériels. Alors, donc, lorsque on conduit une politique d'efficacité énergétique, bien sûr, cela s'accompagne systématiquement disons, de la mise en place des procédures, disons, un inventaire des différents risques, et puis dans le document unique, notamment qui inventorie tous les risques métiers dans l'usine, eh bien, on inventorie ces risques et surtout, on met en place des procédures pour se prémunir contre les 10 risques. Alors, les 4 parties, nous avons 4 parties en ce qui concerne la boucle de vapeur et condensat. Nous avons la première partie ici qui n'est pas tout à fait... Oui, c'est cette chambre-là qui est la chaudière, la chaufferie plus exactement. C'est la chaufferie qui comprend la chaudière et tous ses accessoires. Si vous voulez, c'est la centrale de production de la vapeur dans l'industrie. Voilà, la vapeur se produit dans la chaufferie
qui est donc associé à tous ces accessoires pour produire la vapeur en tant que fluide caloporteur qui va aller être consommé dans les postes de consommation qui sont des différents échangeurs lorsque il n'y a pas une injection directe. Alors, la partie concernant la distribution, puisqu'on a dit qu'il y a 4 parties, il y a donc la production. La deuxième, c'est donc la distribution. Si vous voulez, c'est un fluide qui est pour être transporté et a besoin d'être véhiculé dans des conduites, des canalisations qui doivent respecter certaines normes et certaines règles d'installation, qui doivent être calorifugées notamment, et disposer d'un certain nombre de contraintes pour que le fluide caloporteur puisse y être transporté convenablement, avec le moins de pertes possible et avec le plus d'efficacité par rapport au point d'utilisation. Alors, il y a donc la troisième partie de l'installation vapeur qui est la partie consommation de la vapeur. La vapeur industrielle, lorsqu'elle est produite, elle permet si vous voulez, le principal rôle, c'est d'apporter de la chaleur. Pour réchauffer le procédé, on produit la vapeur et on l'amène vers son point d'utilisation, soit l'utilisation est par injection directe où on injecte de la vapeur vive dans le procédé, soit on utilise un échangeur thermique qui permet à ce que la chaleur contenue dans le fluide soit cédée à travers l'échangeur au procédé. Voilà, donc il y a ce transfert thermique qui se fait au niveau de l'échangeur, de l'espace vapeur, puisque lorsque cette vapeur se transmet dans l'échangeur, l'eau, parce que c'est l'eau qui est vaporisée, hein, cette eau se condense. Le condensat, lorsqu'il n'est pas purgé et rejeté vers l'égout, ce condensat est récupéré dans la boucle de récupération de condensat pour aller être réintroduit dans la bâche alimentaire au niveau des dégazeurs, afin que la boucle de vapeur et condensat soit bouclée. Voilà donc la troisième partie de la boucle vapeur et condensat. Et puis la dernière partie qui est donc le réseau de condensat. Le réseau de condensat, comme je vous l'ai dit, la vapeur, sa production a un coût en combustible, puisqu'il faut chauffer l'eau pour la porter à ébullition et produire de la vapeur. Il faut donc utiliser un combustible. Et si cette vapeur était simplement produite pour être consommée directement dans le procédé, cela coûterait beaucoup plus cher, puisque on a dit que c'est juste pour transporter la chaleur, mais il se trouve que cette chaleur, si elle est injectée dans la vapeur vive, elle est injectée de façon vive dans le procédé. Il y a également le fluide, l'eau, qui va être injectée dans le procédé, et donc au risque d'hydrater le procédé, la vapeur, on peut l'utiliser pour sécher, et donc si l'eau va avec, ça ne va pas sécher. Donc il faudrait trouver un moyen pour récupérer cette eau, et c'est l'ensemble des techniques de récupération de cette vapeur condensée qu'on appelle le réseau de condensat. Et le retour de condensat au niveau de la bâche alimentaire, de la chaudière, permet donc de limiter le renouvellement de l'eau, parce que certains réseaux vapeur comportent des milliers de litres d'eau qui sont sous forme condensat, sous forme liquide, sous forme vapeur, sous toutes les formes, tous les états de l'eau se trouvent dans tous ces états dans un réseau de vapeur. Et il y a des parties où elle est sous pression, des parties où les pressions sont moindres, mais ce qui est intéressant, c'est que comme la vapeur permet essentiellement de véhiculer son contenu énergétique, eh bien, le condensat, une fois cédé sa chaleur au procédé, se refroidit et retourne pour être réintroduit dans la chaudière, pour que la chaudière produise à nouveau de la vapeur à partir disons, de la même eau qui avait été introduite auparavant. Vous voyez, je pense que c'est clair. De toute manière, vous allez avoir plus de détails dans la suite
de, disons, de la présentation. Alors, maintenant, si on s'intéresse à la chaufferie. Voilà, la chaufferie, si vous voulez, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est donc à gauche. Là, vous voyez ce ballon rond où il y a marqué 180 degrés et 10 bars. Donc là, nous avons de l'eau. Enfin, pas de l'eau, puisque à 180 degrés, l'eau n'est pas à l'état liquide. L'eau est à l'état gazeux. Et sous très haute pression, la pression atmosphérique étant de 1 bar. Ici, nous avons 10 bars. Et donc, c'est une pression énorme. Si il y avait une ouverture au niveau de la chaufferie, au niveau de la chaudière, il sortirait de là un jet de vapeur très puissant qui pourrait perforer le doigt d'un humain si vous passez par les parages. Alors donc, nous allons rapidement regarder les possibilités de gestion de l'énergie, n'est-ce pas, au sein de la chaufferie. Voilà. Alors, dans la chaufferie, nous avons ce qu'on appelle l'économiseur. L'économiseur sur les fumées de la chaufferie. Alors, si vous voulez, on a vu que pour produire la vapeur, nous avons le combustible qu'on brûle dans la chaudière et pour que la chaleur produite soit cédée à l'eau et que l'eau soit portée à ébullition et qu'après ébullition, le réseau de vapeur puisse être alimenté. Alors, il se trouve que lorsque le combustible brûle dans la chambre de combustion, eh bien, les fumées sont chaudes. C'est la chaleur de la flamme qui, normalement, doit être entièrement cédée, du moins plus ou moins entièrement cédée au procédé, c'est-à-dire ici, à l'eau. Et il se trouve que ce transfert thermique au niveau de la chaudière n'est jamais complet. Il y a toujours des pertes, puisque une bonne partie de la chaleur se retrouve évacuée avec les fumées. Vous voyez, lorsque il y a une combustion, une flamme, quand vous faites la cuisine, vous posez la cocotte minute sur la flamme, le foyer, eh bien, il y a effectivement une certaine proportion d'énergie, de chaleur, qui va vers la marmite pour porter à ébullition le contenu, mais il y a également une bonne partie de la chaleur produite par la combustion qui s'évapore dans la nature avec les fumées de la combustion. Alors, l'économiseur, si vous voulez, ici, dans une chaufferie, c'est un dispositif annexe à la chaufferie qui permet de récupérer la chaleur contenue dans les gaz de combustion afin que cette chaleur puisse servir à préchauffer, soit préchauffer l'eau de la chaudière avant son introduction dans la chambre d'ébullition, soit préchauffer l'air de combustion. Parce que nous voyons que pour qu'il y ait combustion, il faut qu'il y ait un comburant et un combustible. Le comburant principal ici, c'est de l'air. Et c'est une très grande quantité d'air qui est d'ailleurs soufflé avec des moteurs dont on a besoin pour produire la combustion d'un fluide, plutôt la combustion du gaz, du combustible qu'on utilise dans la chaudière. Et cet air-là, si l'air primaire qu'on prélève dans la nature, c'est l'air ambiant qu'on prélève pour injecter dans la chaudière, si cet air est préchauffé, eh bien, il y aura un gain énergétique au niveau du bilan thermique de la chaufferie. Et donc, plutôt que de laisser toute la chaleur être cédée, disons, à l'atmosphère, la chaleur des gaz de combustion, des fumées, eh bien, l'économiseur, c'est un circuit physiquement, des tôles serpentins avec des échangeurs thermiques où l'air neuf entre dans une voie et récupère la chaleur à travers les surfaces d'échange. Et cette chaleur permet à cet air qui rentre à une température faible se retrouver dans la chambre de combustion à une température très élevée,
L'air peut entrer de 20 degrés, si l'air ambiant est de 20 degrés, et ça peut chauffer jusqu'à 100 degrés, 110 degrés, 120 degrés, et même si c'est simplement de 20 degrés à 40 degrés, c'est déjà pas mal, parce que les 20 degrés gagnés là, ça aurait été le combustible qui aurait été nécessaire pour faire monter la température de cet air à la température de combustion. Alors donc, vaut mieux utiliser de la récupération de la chaleur qui, de toute façon, aurait été jetée dans la nature pour réchauffer les oiseaux. Et bien, ici, l'économiser permet de récupérer cet air-là, plutôt cette chaleur, encore une fois, pour soit préchauffer l'air de combustion, soit préchauffer l'eau qui alimente la chaudière ou le condensat. S'il retourne au niveau du dégazeur, il peut retourner froid. Et bien, avant de rentrer dans la chaudière, s'il rentre à 10 degrés, ça veut dire que son contenu énergétique est moindre que s'il rentre à 20 ou 30 degrés. Hein, quand on a une bonne quantité d'eau à 30 degrés, son contenu énergétique est supérieur à la même quantité d'eau à 10 degrés. Alors, donc, ça, c'est un moyen d'optimiser au niveau de la chaufferie. Hein. Là, on est en train d'inventorier les différentes possibilités de gestion, d'optimisation, d'amélioration de la performance énergétique au niveau de la chaufferie. Alors, préchauffer l'air d'aspiration du brûleur. Voilà, je le disais tantôt, pour préchauffer l'air d'entrée, l'air d'aspiration du brûleur, on peut par exemple utiliser les fumées de la combustion qui est en cours. Si ces fumées qui ont cédé une seule partie, une petite partie ou une certaine proportion de chaleur à la chaudière, l'autre proportion, plutôt qu'elle soit jetée dans la nature, peut être récupérée au niveau donc pour préchauffer l'air d'aspiration. Alors, l'autre moyen d'optimiser l'énergie au niveau de la chaufferie, c'est la régulation du taux d'oxygène pour la combustion. Alors, nous savons que la combustion dans les installations thermiques a besoin d'un mélange stoichiométrique. Voyez-vous, pour que la combustion, il faut une certaine quantité de combustible associée à une certaine quantité de comburant et avec d'autres conditions atmosphériques de pression et de température pour produire le mélange optimum. Donc, le mélange des combustibles et des comburants doit respecter des proportions stoichiométriques avec éventuellement un excès d'air. Hein, ici, mais l'excès d'air doit être bien dosé pour pouvoir atteindre un optimum dans disons, le rendement déjà de la combustion. Parce que y a certains imbrûlés. Vous voyez, dans certaines voitures que vous conduisez, lorsque vous avez un moteur qui dégage des fumées noires au niveau de l'échappement, eh bien, cela veut dire qu'au niveau de la chambre de combustion, le mélange n'est pas parfait, la combustion n'est pas parfaite, il y a certains imbrûlés, une proportion de combustible se retrouve dans les fumées sans être brûlé, et ça veut dire que le conducteur est en train de jeter du carburant. La voiture consomme beaucoup trop d'énergie, il le ressent, puisqu'il va beaucoup plus rapidement chez les pompistes, du fait de la mauvaise performance de son rendement de conversion de cette énergie chimique qui est dans le combustible en énergie mécanique qui est donc son moteur à combustion, son moteur à 4 temps. Voilà, donc la régulation du taux d'oxygène pour s'assurer que, parce c'est l'oxygène qui réagit avec le combustible pour donner la chaleur, hein, même s'il y a le gaz à effet de serre qui va avec et la vapeur d'eau, mais le vrai produit de cette combustion, c'est la chaleur. La chaleur qui est dégagée dans la combustion, c'est celle-là
qui fait fonctionner le moteur, parce qu'elle fait augmenter la pression. Et les soupapes, dans un séquencement, un ordonnancement à 4 temps, permettent de produire la compression suffisante pour faire tourner le moteur. Alors, donc, une fois abordé donc cet aspect d'optimisation de la chaufferie, nous pouvons regarder également le fonctionnement de la chaudière en stand-by. Alors, souvent, lorsque la production n'est pas, disons, n'est pas constante dans l'utilisation, on peut produire la vapeur et pour un besoin au niveau du procédé, mais ce n'est pas simple d'arrêter la machine à vapeur parce qu'on n'en a pas besoin de la vapeur à un moment donné. Il faut s'assurer que l'ordonnancement du travail est fait de sorte que lorsque la chaudière est mise en route, eh bien, même si la consommation de la vapeur n'est pas constante, eh bien, que les périodes de stand-by, des périodes de veille, voilà, de la chaudière soient contrôlées, de sorte que l'énergie perdue, l'énergie thermique en termes de combustible, pardon, consommée pendant cette période de stand-by, que les déperditions thermiques observées ne dépassent pas les limites admissibles pour l'économie qu'on veut envisager. Parce que je vous ai dit, quand vous utilisez le combustible dans la chaufferie, c'est pour produire une vapeur qu'on consomme. Mais si la chaufferie brûle juste pour maintenir la pression, c'est un peu comme une voiture qui tourne au ralenti. Quand vous avez un camion qui tourne au ralenti pendant une journée, eh bien, vous allez vous rendre compte que, même si ce n'est pas qu'une journée, pendant tout le temps qu'elle tourne au ralenti, il y a une consommation d'énergie plus ou moins importante qui a besoin d'être observée pour maintenir le ralenti, alors que le camion est à l'arrêt. Et le but du camion, c'est de transporter la marchandise pour aller l'amener à bon port, mais lorsqu'il est à l'arrêt, quelquefois, ça vaut la peine de maintenir le ralenti plutôt que de couper l'alimentation, de couper le moteur. Si c'est pour un arrêt de quelques minutes, vaut mieux maintenir au ralenti, parce que pour des raisons évidentes de mécanique en général, et même de thermique, voilà. Eh bien, la gestion, le fonctionnement du ralenti, c'est, disons, des phases transitoires lors des périodes de stand-by, doivent être observées avec beaucoup d'attention. Un protocole bien établi doit permettre de vérifier que nous ne sommes pas en train de perdre de l'argent. Alors, l'autre façon d'optimiser la chaufferie, d'optimiser l'énergie au niveau de la chaufferie, c'est les purges de déconcentration de la chaudière. Alors, vous savez, la chaudière, lorsqu'elle produit la vapeur, c'est la vapeur d'eau qui passe de l'état liquide à l'état vapeur. Et à un moment donné, quand vous voyez même dans la cocotte minute, lorsque vous mettez 2 litres d'eau dans une cocotte minute, au bout d'un certain temps, elle commence à siffler, ça veut dire que la vapeur est en train d'être produite, et cette vapeur est donc consommée. Si vous revenez quelques minutes après, vous allez trouver qu'il n'y a plus d'eau dans la cocotte minute parce que cette vapeur, l'eau a disparu, elle est passée, elle n'a pas disparu, mais enfin, elle a été convertie en vapeur. Et donc, il se trouve que si cette eau était sale, comportait des particules en suspension, des particules en solution, des particules... il y a toutes sortes de débris dans une eau, plus ou moins sale, ce n'est pas propre, eh bien, vous allez observer que à un moment donné, lorsque l'eau s'évapore et qu'il n'y en a plus assez dans la marmite, vous allez voir que les particules dissoutes vont précipiter et vont se retrouver sur le fond. Et toutes ces saletés n'ont pas été emportées par la vapeur, parce que la vapeur d'eau, elle est pure, H2O. Et les impuretés, justement, qu'il y a dans cette eau, vont se retrouver sur le fond de la chaudière. Et c'est des dépôts qui ne sont pas intéressants. Il faut s'en débarrasser, puisque
ces dépôts vont se retrouver dans le circuit de vapeur, vont aller être boucher les postes de purge, boucher les vannes de régulation, etc. Ce n'est pas intéressant. Il faut un procédé de déconcentration simultanée de cette chaudière. C'est ce qu'on appelle les purges de déconcentration. Les purges de déconcentration, quand vous êtes dans la chaufferie, c'est donc il y a une vanne qui est au fond, vers le bas, qu'on ouvre régulièrement pour pisser littéralement, faire pisser la chaudière pour évacuer ces dépôts, puisque vers le fond, la concentration en particules dissoutes ou en particules en suspension est plus élevée du fait que la partie pure de l'eau a été transformée en vapeur. Alors, ces purges de déconcentration comportent un contenu énergétique non négligeable. Vous voyez, dans une chaufferie avec une chaudière réglée à, ici c'est 10 bars, c'est déjà beaucoup, 10 bars. Lorsque la purge de déconcentration est faite à 10 bars au niveau de la chaudière, même si c'est quelques secondes qu'on ouvre pour évacuer disons, ces purges-là, eh bien, il est possible de récupérer la chaleur contenue dans ces purges avant de déverser les purges à l'égout. Alors, un procédé annexe peut être établi au niveau de la chaufferie pour permettre l'échange thermique de ces purges pour que cette chaleur-là soit récupérée, être réinjectée dans le procédé pour préchauffer d'autres choses. Vous savez, dans l'usine, on a besoin d'énergie, y compris thermique, à plusieurs niveaux. Et donc, si on a besoin d'une eau à 20 degrés ou à 50 degrés, et plutôt que de mettre de l'eau à 10 degrés, disons, dans un bouilloire pour consommer de l'énergie, eh bien, on peut récupérer cette chaleur des purges de déconcentration qui étaient en train d'être allées en égout, d'être versées à l'égout. Eh bien, ces purges de déconcentration peuvent permettre de porter cette eau de 10 à 50 degrés ou même de 10 à 20 degrés. Vous savez, quand c'est des grands volumes d'eau, pour faire passer l'eau de 10 à 20 degrés, ça peut demander des milliers de tonnes, des dizaines de tonnes de combustible hein, dans des grandes raffineries. Rien que cette faible, disons, variation de température peut exiger un contenu énergétique important. Et donc, si on est dans une entreprise où on fait une politique énergétique adaptée, eh bien, on peut être intéressé par la récupération des purges de déconcentration au niveau de la chaudière. Alors, ici, les purges de concentration, optimisation du taux de purge. Hein, comment? Ça, c'est, disons, la mesure à mettre en œuvre pour récupérer la chaleur qu'on trouve dans les purges de concentration. C'est, par exemple, optimiser le taux de purge en automatisant la purge. Alors, souvent dans des usines, au niveau de la chaudière, les gens, disons, le chauffagiste, se dit, bon, au bout d'un temps, je vais aller ouvrir la vanne de purge, ça va évacuer une certaine quantité, et après, bon, je vais boire mon café ou je vais faire autre chose. Bon, il peut ne pas le faire de façon systématique et il peut le faire de façon aléatoire. Il n'a pas forcément une idée de la quantité de débris qu'il y a dans la chaudière, au fond de la chaudière. Il le fait à l'œil, il ouvre, il regarde. Alors, bon, si voilà, la cadence d'évacuation de ces purges peut ne pas être régulière et donc il vaut mieux rendre ce procédé automatique. Par exemple, mettre une sorte de temporisation au niveau de la vanne pour que toutes les 10 minutes ou je sais pas, n'importe quoi, 1 heure, 50 minutes, ça dépend de ce qu'on est en train de faire et du volume d'échange et de formation de débris. C'est chaque chaudière, ou plutôt chaque chaufferie, qui a son document unique et qui a ses éléments de conduite qui permet à l'homme de la chaudière de prendre des mesures adéquates à son bon fonctionnement. Alors, il peut également utiliser la vapeur de revaporisation qui est régénérée dans les purges. Alors,
bien sûr, vous savez, les purges qui sortent de la chaudière, elles sortent à une grande pression, littéralement la pression de la chaudière. Des purges qui sortent de l'espace vapeur à l'atmosphère de 10 bars à 1 bar, la pression atmosphérique environ d'un bar, eh bien, il y a 9 bars de différence de pression où l'eau sort de l'état liquide, 10 bars, à l'état vapeur. Eh bien, il y a forcément de la vapeur de revaporisation qui va être formée. Et cette vapeur de revaporisation a un contenu énergétique qui peut être récupéré et pouvoir être utilisé. C'est ce qu'on nous demande ici. Il faut augmenter le retour de condensat en améliorant le traitement d'eau, plutôt optimiser le taux de purge en automatisant la purge ou en augmentant le retour de condensat et en améliorant le traitement de l'eau. Alors, ça c'était le dernier point. Utiliser la vapeur de revaporisation pour régénérer la purge. Générée par la purge. La purge génère de la vapeur de revaporisation parce que la purge disons de la chaudière se fait à une pression de la chaudière, hein, 10 bars ici, et l'eau, parce que l'eau qui est purgée au niveau de la purge, c'est un condensat. Ce n'est pas de la vapeur qui sort au niveau de la purge, c'est l'eau liquide. Et quand elle est liquide à 10 bars, elle ne peut pas se retrouver instantanément à la pression atmosphérique à 10 bars, puisque la pression atmosphérique, c'est 1 bar. Et c'est ce changement d'état de liquide à vapeur qui fabrique de la vapeur, une vapeur instantanée, hein, vapeur qu'on appelle vapeur de revaporisation. C'est une vapeur qui peut être produite à 3 bars ou à 1 bar. En tout cas, c'est de la vapeur qui peut être utilisée pour plusieurs procédés dans l'usine. Voilà, au niveau de la chaufferie, les possibilités de gestion de l'énergie que nous observons. Elles ne sont pas les seules. Il y a là, je vois, améliorer le rendement de production de vapeur nette. Oui, là on a donné un exemple, 1 kWh de vapeur sortie chaufferie par kWh de combustible consommé. Ça, si vous voulez, c'est ça la définition du rendement de production de vapeur nette. Hein. Il faut l'améliorer, donc augmenter le ratio, ce ratio-là qu'on indique. Alors, voici un cas. On va faire une étude de cas rapide. Nous avons ici dans cette usine un économiseur qui génère 36 000 euros par an d'économie. Il coûte, bien sûr, on a fait une étude de remplacement, plutôt d'installation de cet économiseur. À l'acquisition, il faut dépenser 36 000 euros par an. Enfin, plutôt, l'économie réalisée par la mise en place de cet économiseur permet de réduire la facture énergétique globale de la chaufferie de 36 000 euros chaque an. Voilà. Et vous voyez bien que pour installer cet économiseur-là, il faut l'acheter. Et la dépense observée est de 85 000 euros. 85 000 euros vont être nécessaires pour acquérir cet économiseur. Alors, cela veut dire quoi? Vous êtes dans une usine qui perd tous les ans 36 000 euros parce qu'il y a la chaleur qui s'évapore avec les fumées de la chaudière. Quand la chaudière brûle, les gaz de combustion s'envolent avec un bon contenu énergétique qui aurait pu être récupéré pour être réinjecté dans le procédé. Alors, l'ingénieur arrive, il fait l'étude de faisabilité, il observe qu'il y a trop de chaleur, les fumées partent avec une très grande quantité d'énergie dans la nature. Nous, on va récupérer cette énergie et pour cela, il faut installer un économiseur. Alors, l'économiseur, pour l'installer, c'est un gros bazar, un grand échangeur thermique qui a plein de contraintes, c'est des contraintes mécaniques, logistiques, c'est important, hein, imposant quand on veut installer un économiseur dans une chaufferie. Eh bien, ça coûte 35 000 euros, plutôt 85 000 euros pour installer la chose.
Alors, le chef d'entreprise va se dire, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 85 000 euros pour gagner 36 000 euros par an? Bien sûr que ça vaut la peine. Parce que moi, mon usine, ça fait peut-être 10 ans qu'elle tourne. Et si quelqu'un vient m'expliquer que je perds 36 000 euros tous les ans parce que je n'ai pas mis à la place quelque chose qui coûte 85 000 euros, si je suis intelligent, je vais regarder le temps de retour sur investissement. Le temps de retour sur investissement, c'est quoi? C'est ici notamment, c'est le rapport entre l'investissement par l'économie. Je divise 85 000 euros par les 36 000 euros, j'obtiens un ratio que je convertis en mois, ça me fait 28 mois. Donc, au bout de 2 ans, pratiquement, et 4 mois, j'ai déjà récupéré l'argent, puisque l'argent que je paye de toute façon dans le combustible, j'aurais continué à le payer si je n'avais pas changé, si je n'avais pas pris la décision d'installer l'économiseur. Alors, je constate que si ma banque me prête, si par exemple, je n'ai pas dans ma trésorerie les 85 000 euros pour acheter ma chaudière, je peux avoir la banque. Je lui dis, donne-moi l'argent, je vais mettre à la place dans mon usine quelque chose qui va me faire gagner de l'argent. Puisque cet argent, je le perds de toute façon. Alors, l'argent que la banque va me donner va être remboursé, non pas par les efforts de mes employés ou mes ventes supplémentaires, non, va être remboursé par les économies que je vais réaliser en achetant moins de combustible. Puisque c'est le combustible qui me faisait perdre de l'argent. Si en utilisant l'économiseur, je gagne 36 000 euros, c'est-à-dire que j'achète moins de combustible, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet argent, je vais le donner, je vais rembourser mon crédit avec. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 ans et 4 mois plus tard, je n'aurai plus la banque devant moi. J'aurai 36 000 euros que je vais gagner tous les ans. Pendant 20 ans encore, tant que mon usine tourne, j'aurai 36 000 euros qui tombent du ciel. Je n'ai pas vendu plus de voitures, ni plus de tomates. Enfin, ça dépend de ce que je fais dans mon usine. Je n'ai pas fait un effort quelconque. J'ai simplement réduit mes charges. J'ai réduit la facture énergétique de l'usine et j'ai gagné 36 000 euros simplement parce que quelqu'un, un ingénieur, est venu m'expliquer que, monsieur, vous êtes en train de perdre de l'argent ici, remplacez cet échangeur, mettez tel économiseur, vous allez, au lieu de payer, il y a des gens qui ont une facture de 50 millions par mois de combustible dans une usine, 50 millions de francs CFA, c'est intéressant de pouvoir gagner 3 millions ou 4 millions en combustible en mettant en œuvre une petite réalisation comme celle-ci. Voilà. Alors, les avantages. Il n'y a pas que l'avantage économique, évidemment. Il y a l'augmentation de l'efficacité de la chaudière. Ici, elle est ici de 3,8%. Ça veut dire quoi, l'efficacité de la chaudière? Puisque la chaudière, on a dit, c'est un convertisseur d'énergie en chaleur. Alors, si la chaleur produite, récupérée, devient plus importante par rapport à l'énergie consommée, eh bien, l'efficacité a été augmentée. Ici, le pourcentage est de 3,8% pour la mise en œuvre de cette mesure. Un autre avantage, la diminution de la température des fumées. Évidemment, les fumées partaient de la chaufferie, disons de la cheminée, là. Elles partaient de 235-225 degrés à 120 degrés. Donc les fumées ne s'envolent plus avec trop de contenu énergétique. On a récupéré cette chaleur. C'est intéressant. Et cette fumée, avec cet économiseur, non seulement on perd moins d'argent, mais on a utilisé cette chaleur excédentaire, du moins récupérée, pour préchauffer l'eau. Pour préchauffer l'eau de la chaudière. Hein? C'est vraiment un bénéfice à triple dividende. Vous voyez, hein? Préchauffer l'eau d'alimentation, c'est encore des économies d'énergie et des économies de gaz à effet de serre qui ne sont pas produites puisque cette énergie thermique, plutôt cette énergie chimique, n'a pas été brûlée. Voilà. Alors, nous allons revenir dessus plus en détail dans les prochaines présentations. Là, c'est simplement pour avoir une idée
de ce que sont les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique des installations thermiques dans l'industrie. Alors, là, c'est un deuxième cas. Nous avons ici l'augmentation de la température de l'air de combustion de la chaudière. Alors, vous voyez, rien que le fait de penser à utiliser un air comburant non pas à la température ambiante, mais à une température préchauffée, fait gagner 16 000 euros par an à une usine. 16 000 euros par an, parce que l'ingénieur a expliqué au patron que la température de l'air de combustion de la chaudière, au lieu qu'elle soit de 25 degrés, puisque c'est un air prélevé dans l'atmosphère, eh bien, on peut le faire, disons, chauffer cet air pour que ce ne soit pas à 15 degrés, eh bien, à partir des fumées récupérées, eh bien, l'investissement ici, c'est 19 000 euros. Je dois dépenser 19 000 euros pour gagner 16 000 euros tous les ans. Je pense que ça vaut la peine. Je vais dépenser une seule fois 19 000 euros et dès que j'installe mon équipement, eh bien, tous les ans, je vais récupérer 16 000 euros en faisant tout le reste que je fais d'habitude à l'identique. Je crois que c'est intéressant, non? Le temps de retour sur investissement ici, c'est 14 mois. Alors, les avantages, bien sûr, l'augmentation de la température de l'air d'aspiration, hein, qui est donc jusqu'à 15 degrés. Hein. L'air, par exemple, était de 30 degrés et il est désormais à 45 degrés. Donc, grâce à l'augmentation de cette température de combustion au niveau de la chaudière. Et bien sûr, des économies en gaz à effet de serre parce que, puisque cette chaleur n'est pas issue d'une combustion, cette chaleur de préchauffage, c'est une chaleur récupérée d'une perte, enfin de ce qui aurait été perdu s'il n'y avait pas eu cette mise en œuvre de cette mesure préconisée. Alors, bon, nous allons... Ici, il y a un autre cas, une étude de cas, je pense qu'on va... dites-moi en commentaire si c'est intéressant. Je peux revenir, vous êtes dans l'industrie, hein, il y a 15 000 personnes ici, presque. Il doit y avoir des personnes qui se sentent concernées par la problématique. Mettez un commentaire, je peux revenir plus en détail sur ces aspects-là. Alors, une autre type de cas rapide ici, récupération de la vapeur de revaporisation de la purge. Vous voyez, et ici, on a une purge, par exemple, de déconcentration de la chaudière qui évacue l'eau, le condensat, enfin, pas tellement le condensat, les saletés purgées de la chaudière avec leur contenu énergétique. Alors, si le taux de purge est assez important, eh bien, on a beaucoup de chaleur puisque lorsque l'eau est purgée, la chaudière est renouvelée avec de l'eau froide, de l'eau chaude. Et il faut d'abord porter cette eau à la même température avant de commencer à produire de la vapeur, après 100 degrés. Alors, donc, il vaut mieux que l'eau qui arrive dans la chaudière soit à une température proche de la température de la chaudière plutôt qu'à une température ordinaire. Alors, et pour cela, il faut installer un système de récupération de la vapeur de revaporisation des purges de déconcentration. Alors, cette vapeur de revaporisation, je l'ai dit, c'est une vapeur basse pression et qui peut être utilisée pour préchauffer, bien sûr, via un échangeur, parce que la vapeur, son intérêt, c'est que c'est son contenu énergétique qui est cédé au procédé. Et donc, il y aura à travers l'échangeur, à Calandre par exemple, eh bien, d'un côté, la vapeur va passer, cette vapeur basse pression de revaporisation va passer à travers une face de l'échangeur et l'autre face de l'échangeur va faire circuler l'eau qui va vers la chaudière. Eh bien,
cela va permettre de récupérer. Ici, le gain en économie, c'est 13 000 euros par an. Alors, 13 000 euros par an, je pense que ça vaut la peine. Si l'investissement est de 15 000 euros, ça veut dire que le taux de retour sur investissement, c'est 14 mois. En 14 mois, je récupère mon investissement et tous les ans, je gagne 13 000 euros. Parce que j'ai mis en place un système de récupération disons, de la vapeur de revaporisation qui serait jetée à l'égout au niveau des purges de déconcentration de la chaudière. Alors, les avantages, eh bien, récupération de la vapeur, économie d'énergie, économie des gaz à effet de serre, etc. Alors, ça, c'était au niveau de la production de la vapeur que nous avons observé toutes ces possibilités de gestion de l'énergie. Voyez-vous, c'est combien il y a de possibilités de gagner de l'argent dans une installation thermique comme celle-ci et qui est parfaitement ignorée par les exploitants. Et quand bien on leur en parle, peu sont ceux qui sont sensibles à ces aspects. Tout simplement par ignorance disons, des réalités du terrain, ce n'est pas leur métier. Hein, et donc, c'est pour ça qu'il faut écouter les spécialistes qui viennent vous préconiser, vous proposer des possibilités de gagner de l'argent tout en pratiquant votre métier. Alors, bien sûr, il y a les 4 autres volets concernant la production de la vapeur que nous n'aurons pas l'occasion d'aborder maintenant. Je vais faire une deuxième vidéo. Si vous mettez en commentaire un intérêt, vous exprimez un intérêt pour ce type de sujet, eh bien, je vais vous apporter plus de lumière. Et retenez que nous sommes en mesure de réaliser un audit énergétique complet de votre chaufferie et de vos installations thermiques. On vous produit un livrable qui est un ensemble de mesures préconisées à mettre en œuvre pour observer les économies substantielles, les économies financières, les économies avec plusieurs dividendes très intéressantes. On aura l'occasion de revenir sur ces détails en fonction de l'intérêt que vous aurez exprimé sur vos commentaires. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis très bonne soirée et puis à bientôt.